Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de Ndar FM, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est toujours un plaisir de vous présenter cette émission. C'est un magazine, c'est un talk show qui s'est donné comme volonté, comme objectif de décrypter ensemble avec nos chroniqueurs. Babagal et Mansour, il va tout de suite, d'un moment à l'autre, nous rejoindre dans ce studio. On va l'avoir au téléphone depuis Dakar. Et certainement Khadi Walisek. Et enfin, notre troisième chroniqueur depuis Casablanca, Aliou Gabou Cissé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire avec notre invité du jour, monsieur Tafsir Diouf. Il est professeur de droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Et nous allons ensemble avec lui, avec mes chroniqueurs, ils sont également tous juristes, faire le point juridique du Covid-19 ici au Sénégal. Hein. Je le disais tout à l'heure au studio à notre invité que le ministère de l'Intérieur est fortement sollicité pendant cette guerre contre le Covid-19. Professeur, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Pas très secoué par le Ramadan? Tout se passe bien de ton côté? Un tout petit peu, mais ça va, on gère. Ah, on gère quoi. On gère. L'autre voix féminine de l'équipe, elle va venir, elle va nous rejoindre, j'espère. Ah bon, j'imagine, oui. Ah, j'imagine. Rien n'est sûr rien n'est sûr. En tout cas, je laisse dire bonsoir à nos auditrices, auditeurs de RFM et surtout à ceux-là qui, chaque samedi, nous écoutent avec beaucoup de patience. D'accord. Bonsoir, Younoussa. Bonsoir. Bonsoir, M. Diouf, qui est notre professeur Mouaï Gafou à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir à tous les auditeurs de la RFM. J'ai toujours un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de la radio de la RFM. Et nous pensons, comme toujours, que cette édition sera très instructive, Inch'Allah. Comme toujours, avec tes analyses, je suis sûr à 100% que l'émission sera instructive, surtout avec notre invité de détail, monsieur Tafsir Diouf. On va juste régler le problème technique pour qu'on puisse l'entendre et on revient. Mesdames et messieurs, bienvenue à Relecture. J'ai souffert. Je vous laisse dire bonsoir à nos auditeurs et vous présenter. Voilà. Merci beaucoup Younoussa. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir de venir aujourd'hui à Ndar FM pour commenter avec vous l'actualité comme vous l'avez dit et puis dire tout ce que l'on puisse savoir comme étant des aspects qui ont des soubassements juridiques sur ce que nous vivons actuellement dans le cadre de notre nation. Je salue Babagal et Diao. Ensuite, votre chroniqueur Neyewali et ensuite Aliou Gabou Cissé. Aliou Gabou, contente de joindre depuis Casablanca. Alors, je dois dire que je ne suis pas un homme des médias, seulement ce sont ces deux, Aliou Gabou Cissé et Babagal Diao, qui sont non seulement des amis, des étudiants à moi, mais aussi, et qui m'ont fait la demande pour laquelle je n'ai pas pu vraiment dire non. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis ici, pour tenter donc d'apporter un petit bonus, quelque chose pour tout simplement participer à cette émission qui me semble être très intéressante et qui pourrait servir à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. En tout cas, professeur, c'est notre honneur de vous avoir dans ce studio de Ndar FM. Merci à Aliou Gabou et particulièrement à Babagal qui a fait tout pour vous inviter ici dans cette émission. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire un point juridique sur le Covid-19 au Sénégal, sur la manière avec laquelle nos autorités étatiques sont en train de faire tout pour ôter cette maladie de nos frontières. Alors, on va juste revenir un peu sur les aspects techniques, c'est-à-dire l'état d'urgence. Professeur, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, je le disais tout à l'heure hors studio que notre génération, c'est la première fois que nous connaissons un état d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Et à quand doit-on déclarer un état d'urgence dans un pays? Très bien, Younoussa, c'est important de définir avant tout les termes. Ce sont des
des pratiques qui sont connues des juristes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut toujours essayer de définir les concepts que nous utiliserons pour faciliter la compréhension de ce que nous faisons. Évidemment, l'état d'urgence est une situation tout à fait exceptionnelle. Elle n'est pas normale parce que tout simplement, comme vous le dites, nous, de notre génération, c'est la première fois que nous vivons cet état de fait. C'est donc un état dans lequel il y a des problèmes qui surgissent et qui ne sont pas des problèmes qui sont souvent vécus par les gens et qui viennent troubler la vie des citoyens. Et en ce moment-là, il est prévu dans les textes, à savoir donc la Constitution du Sénégal, en son article 69, que s'il y a des problèmes qui viennent, qui sévissent dans le pays, le président de la République peut déclarer l'état d'urgence. Cependant, il faut que l'on fasse tout de suite le départ entre l'état d'urgence et l'état de siège. Ce sont les deux situations qui sont prévues par l'article 69 de la Constitution du Sénégal et qui prévoit que s'il y a des problèmes qui surviennent, qui viennent dans le cadre de ce qu'on peut comprendre comme étant des problèmes qui surviennent au niveau du pays, comme la pandémie, forcément, et qui troublent carrément l'ordre public, on peut permettre au président de la République de décréter l'état d'urgence. C'est le contraire de l'état de siège, c'est quand il y a un problème qui vient de l'extérieur du pays, une insurrection, une rébellion, des genres de choses-là qui viennent et qui participent d'une certaine perturbation de la vie des citoyens. En ce moment, on décrète l'état d'urgence. L'autre différence que l'on puisse soulever entre les deux, c'est que quand on décrète l'état d'urgence, ce sont les autorités civiles qui gagnent en augmentation de pouvoir. Contrairement à l'état de siège qui donne davantage de pouvoir aux autorités militaires. Et comme on le dit, ces deux situations, que ce soit l'état de siège ou l'état d'urgence, nous allons rester sur l'état d'urgence comme c'est ce qui nous concerne, et décrété pour 12 jours d'abord, techniquement pour 12 jours par le président de la République. Au-delà, le président ne peut plus le proroger. Il a l'obligation de demander à l'Assemblée nationale de voter une loi pour proroger cette date de l'état, cette durée au-delà de 12 jours de l'état d'urgence. Ça peut durer longtemps et on a vu des états d'urgence dans d'autres pays qui ont duré des mois, des années. Mais ici, pour l'instant, on a dit que l'Assemblée nationale n'a prorogé l'état d'urgence que pour 3 mois pour l'instant. Et donc, c'est un tout petit peu ça qu'on peut dire en attendant pour davantage de développement, pour que l'on puisse comprendre que cet état d'urgence-là, donc, a été prévu par l'article 69 de la Constitution et une loi de 1969 aussi est venue sur les détails de son application et de la possibilité qu'on puisse donner donc corps à cet état d'urgence qui peut être décrété par le président de la République. D'accord. Baba, est-ce que tu m'entends? Apparemment, oui, mais tu recevais quand même, professeur? Oui. Super. Je voulais juste savoir, professeur, décréter un état d'urgence en cette période de crise, un état d'urgence va avec des conséquences juridiques. Est-ce que vous pouvez revenir un peu, parce que nous, ce que nous connaissons comme des conséquences juridiques, c'est un état d'urgence assorti de couvre-feu, parce qu'il ne faut pas sortir à partir de 20h, de 20h à 6h du matin. Y a-t-il d'autres conséquences juridiques que les personnes qui ne connaissent pas le droit, comme moi et beaucoup d'autres auditeurs? Y a-t-il d'autres conséquences juridiques quand on décrète un état d'urgence dans un pays? Merci Roussa. Évidemment, il y a des conséquences juridiques parce que quand on décrète l'état d'urgence, ça donne la possibilité à l'État de prendre des décisions qui, dans une situation normale, ne pouvaient pas les prendre. Par exemple, réduire drastiquement la liberté de mouvement, les libertés d'association et de manifestation des citoyens. Dans un état normal, les gens ont le droit de bouger, d'aller, de revenir, de s'organiser, n'est-ce pas, et puis de manifester, de se regrouper, de se réunir. Et quand on décrète l'état d'urgence, en ce moment-là, il faut que l'on sache que le pays est dans une situation telle que les autorités peuvent prendre des décisions qui, en temps normal, pouvaient être considérées comme des décisions qui sont illégales. Cependant, quand on décrète l'état d'urgence, en ce moment-là, on donne la possibilité aux autorités administratives de pouvoir prendre des décisions de restriction de liberté des citoyens et ils doivent l'accepter parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans une situation normale où les gens peuvent vaquer à leurs préoccupations comme ils le veulent, faire des réunions qui sont des libertés qui sont consacrées par les textes fondamentaux du pays, à savoir la Constitution par exemple. Et dans ce moment-là, donc, on doit donner la possibilité aux autorités administratives de pouvoir prendre des décisions de restriction des libertés des citoyens, de leur donner la possibilité de ne faire que les stricts minimums nécessaires
sortir que si on en a la possibilité de se déplacer, que si on a une urgence qui est donc dûment justifiée. Et donc ce sont les premières conséquences qui sont visibles sur les citoyens. Mais comme le droit est tentaculaire, ce sont des conséquences qui vont s'élargir sur presque l'essentiel, sur toutes les activités, devrais-je dire. Tout à fait. Toutes les activités de la nation. Les commerces, les transports, comme on est en train de le vivre actuellement. Donc, ce sont des décisions... Tout est à l'arrêt pour l'instant. Tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt et ce sont les textes qui vont être édictés et tout le monde est à l'écoute des textes qui doivent donc maintenant régir la vie dans une situation exceptionnelle des populations et que celles-ci dussent forcément les respecter afin que l'on puisse vivre dans une harmonie, dans une restriction qui nous permet de pouvoir lutter contre ce pourquoi nous avons décrété l'état d'urgence ici, dans ce contexte particulier de Covid-19. Et dans ce contexte, ce pourquoi l'état d'urgence a été décrété, c'est pour confiner et limiter la propagation du Covid-19 qui est en train de faire des ravages parce que déjà, alors je parle, le Sénégal a enregistré son 15e décès. Baba Gale Mansour, tu m'entends très bien. Un commentaire à faire sur la présentation du professeur? Merci Younusa, merci à notre cher professeur, M. Diouf, qui dans peu de minutes, ou avec peu de minutes je dirais, c'est la formule la plus adéquate, vient quand même de nous expliquer l'état d'urgence, le principe même de l'état d'urgence. Ça a aussi permis de faire la différenciation entre un état d'urgence et un état de siège. Moi, par contre, j'aimerais Younusa, qui revienne sur une inquiétude qui est partagée par bon nombre de Sénégalais. L'état d'urgence est-il absence de légalité? Est-ce que l'état d'urgence peut justifier certaines pratiques dans le domaine du droit? Il l'a dit tout à l'heure, il y a une augmentation très sensible quand même pour un élargissement des pouvoirs de l'autorité publique ou en tout cas du président de la République qui voit ses pouvoirs être sensiblement élargis. Mais est-ce que cela maintenant entraîne un manque ou une absence totale de légalité, de contrôle même sur l'activité du pouvoir exécutif? D'accord. Juste accueillir notre deuxième chroniqueur ce soir, Aliou Gabou Cissé. Aliou, bonsoir. Aliou Gabou. Bonsoir Younusa, bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir Younusa. Ça va très bien. On te laisse présenter tes salutations au professeur, mais également aux auditeurs et auditrices d'Indar FM. Tout d'abord, je tenais à exprimer toute ma satisfaction aujourd'hui qui m'anime en recevant là le cadre de notre chronique, de notre émission, un ancien professeur qui nous a encadré, moi et Baba Gale, au niveau de Sana, et qui nous a beaucoup aidé. Avant de terminer par passer le salut à tous nos auditeurs fidèles qui nous écoutent chaque samedi sur la même fréquence. D'accord, merci beaucoup. Tu restes en ligne. Allez-y, professeur, pour répondre à l'interrogation de Baba Gale. Je commence par saluer Aliou Gabou Cissé pour sa présence. Merci pour ces mots de salutation. Alors, la question posée par Baba Gale, elle est très importante parce que c'est ce que pensent parfois le commun des Sénégalais. Et décréter l'état d'urgence, malgré l'expression très pompeuse, état d'urgence, les gens, le couvre-feu, les gens peuvent penser que finalement l'État peut faire tout ce qu'il voulait. Non. L'état d'urgence ne rime pas avec absence de légalité. En quelque circonstances que ce soit, la légalité est un principe qui doit forcément, malgré que cette légalité puisse être mise en mal ou parfois être mise entre parenthèses, on ne peut pas considérer un état d'urgence comme étant une situation dans laquelle l'État peut prendre toutes sortes de décisions sans pour autant que celle-ci s'arrose d'une certaine légalité. Donc, quel que soit le cas, même dans le cas de l'état d'urgence, l'État est obligé de prendre des décisions qui respectent la loi. Parce que l'état d'urgence a été créé par la loi, par donc la loi fondamentale, donc c'est légal. Et dans les textes qui vont être subséquents, qui vont être pris, les autres décisions qui vont être prises par les autorités administratives, ça doit être des décisions qui soient correctes, qui soient rationnelles, qui soient donc des décisions qui soient nécessaires
à vouloir régler le problème qui est nécessaire. Donc toute décision qui soit prise et qui va au-delà de la nécessité doit être une décision qui pourrait être censurée par le juge administratif. D'accord. Donc il y a toujours le juge mais qui est là. professeur, au regard de ce que nous voyons sur le comportement de certains policiers, je dis certains policiers, oui. Hein, on a vu récemment des policiers battre des populations. Je ne sais pas si ça s'est passé dans quel quartier, Baba, tu as certainement m'aidé à Dakar. Est-ce que cet état d'urgence est compris par nos autorités? On pourra dire que ces autorités, les forces de l'ordre, parfois, certains d'entre eux font dans l'excès, certainement par manque de formation ou bien par manque de compréhension de leur part de ce qui est cet état d'urgence, le couvre-feu. Mais en aucun cas, on n'a écrit dans aucun des textes que nous avons lus la possibilité qui est donnée aux forces de l'ordre de pouvoir s'acquier ou encore infliger une correction corporelle en pleine rue les citoyens. Je sais qu'on peut prévoir des sanctions comme la privation de liberté, le paiement d'amende, mais quand même, il n'y a pas de possibilité que qu'on puisse se comporter de cette manière à l'endroit des citoyens qu'on était censé protéger. Mais dans ce cas de figure, si un citoyen est violenté en plein état d'urgence, est-ce que le citoyen a le droit de porter plainte? Mais le citoyen a toujours le droit de porter plainte quand il pense que ses droits ont été bafoués ou qu'il a été même en période d'état d'urgence. Mais bien sûr, on peut bel et bien porter plainte contre une autorité de police qui s'est comportée d'une manière qui n'est pas normale. Mais je pense que quand même porter plainte en cette période, ça peut, même en d'autres périodes, quand vous êtes victime d'une violence policière, en général, c'est une parole d'un citoyen lambda comme vous et moi contre une parole d'une personne assermentée. Et en général, il y a peu de sens que vous puissiez avoir gain de cause. Non, ce qui aide souvent les gens maintenant, ce sont les réseaux sociaux, les possibilités que les gens ont de prendre des images avec des preuves à l'appui qui puissent permettre aux gens de voir qu'il y a de l'excès dans l'intervention de certaines forces de l'ordre. Et en ce moment, les gens s'indignent, les autorités administratives, des autres autorités prennent la parole pour tout simplement montrer leur indignation et ensuite des sanctions ne s'en suivent pas souvent à notre connaissance. C'est la raison pour laquelle on pense que souvent les citoyens, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils sont découragés, ils n'ont pas assez de motivation pour poursuivre les choses devant les tribunaux et autres. Est-ce que Baba, vous avez entendu la réponse? Si tu n'as pas une autre question à poser au professeur par rapport à la différence qu'il y a, certes on est en période d'état d'urgence, mais état d'urgence ne signifie pas absence de légalité. Oui, bien sûr, et je crois que le professeur est revenu, très bien revenu sur cette inquiétude-là. Juste peut-être dire que c'est le droit qui est comme ça, le droit en réalité, ou le droit public, je dirais, est un droit d'équilibre, qui est toujours en train de chercher une certaine conciliation entre le respect des libertés publiques, voire individuelles, et le respect aussi le respect même des lois, des lois de règlements, c'est-à-dire peut-être faire respecter l'état d'urgence, c'est pas forcément bafouer les libertés. Tout à fait. Donc, il y a nécessairement cet engagement-là. Et je crois que le professeur est revenu essentiellement sur cette inquiétude partagée par la majorité des citoyens. D'accord. Gabou? Non, je suis parfaitement en phase avec ce que Baba dit. Aujourd'hui, nos États sont dans le cadre d'une impérieuse nécessité de concilier l'intérêt général avec les intérêts particuliers qui sont souvent des intérêts discordants, égoïstes et parfois même un peu en déphasage avec ce que la nation demande, ce que la nation veut pour être préservée de cette situation pandémique. Puisque dans le cadre de ce Covid-19-là, l'état d'urgence signifie, comme l'a dit le professeur, une extension, un élargissement des champs de compétences des autorités administratives qui ont des pouvoirs devenus larges. Mais cela ne signifie aucunement que c'est un état de non-droit. Il y a bel et bien une possibilité pour les citoyens qui sont victimes de saisir les juridictions compétentes et d'être dédommagés et tout.
Mais cela aussi interroge sur le fait qu'on est dans un pays où la culture juridique, la culture de l'appropriation des textes par les situations, par les citoyens fait encore défaut. C'est la raison pour laquelle il y a encore des efforts à faire en ce sens. Davantage faire comprendre aux citoyens les droits et devoirs qui sont prévus par la Constitution avant d'être même prévus par les lois et règlements en vigueur. Mais l'état d'urgence, c'est salutaire. Je me dis que si on n'avait pas décrété l'état d'urgence, le comportement citoyen attendu des Sénégalais pouvait handicaper les solutions idoines à mettre en place pour juguler le Covid. Puisqu'au moment où nous parlons, même il y a un 16e décès qui est annoncé. Donc juste pour dire que c'est un état, c'est une situation. Un 16e décès. Un 16e décès, bien sûr. Oui. Un 16e décès. C'est l'information que je viens de lire actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, juste pour dire que c'est une mesure juridique qui est mise en place par l'État pour essayer de juguler, pour essayer de solutionner cette pandémie-là, à côté d'autres mesures qui sont sanitaires, bien sûr. Professeur, est-ce que y a-t-il pas raison de se poser sur la pertinence de cet état d'urgence pour contrôler ou endiguer cette pandémie? Parce qu'apparemment, malgré l'état d'urgence, la pandémie continue à évoluer. J'ai l'impression que, excusez-moi du terme, mais ça ne sert à rien. Bon, je pense que l'état d'urgence sert à rien, sert à quelque chose, c'est sûr. Il est pertinent parce que ça permet tout simplement de donner davantage de possibilités de pouvoir aller à l'encontre de ce qui est déjà considéré comme étant des libertés fondamentales qui ont été prévues et consacrées par la Constitution. S'il n'y avait pas l'état d'urgence, les autorités administratives n'auraient pas la possibilité de pouvoir prendre des décisions de restriction des libertés d'aller et de revenir. Il fallait forcément que l'on puisse d'abord définir le cadre, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une base juridique, des décisions contraignantes, des décisions restrictives de liberté excusez-moi, des décisions donc restrictives de liberté qui allaient être prises par des autorités administratives. Il fallait qu'on sous-base ceci sur un élément juridique, un sous-basement. Et cet élément juridique-là, ce n'est rien d'autre que l'état d'urgence qui pourrait donner... Mais dans l'application, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger, professeur, dans la mise en œuvre? Vous savez, comme l'a dit tout à l'heure Baba Gale ou Aline Gabou Cissé, il y a des décisions subséquentes, telles que le couvre-feu. Qui vient pour tout simplement obliger les gens à rester chez eux la nuit. C'est ce couvre-feu-là qui me semble ne pas porter davantage de fruits parce qu'il est connu de tous que les Sénégalais n'ont pas une activité très développée la nuit, en tout cas la majeure partie des Sénégalais. Et donc empêcher les gens de sortir la nuit, par exemple, et puis leur donner la possibilité de vaquer à leurs préoccupations toute la journée de 6h à 20h, me semble être une décision qui n'est pas très propice à davantage limiter les possibilités de regroupement et puis de propagation de la maladie. Professeur, êtes-vous en train de développer l'idée du confinement? Parce qu'apparemment, si l'état d'urgence ne nous permet pas, selon vous dire, de contrôler la propagation de la maladie, l'autre méthode ou l'autre opportunité qui se présente à nous, c'est le confinement. Êtes-vous parmi ces gens-là qui défendent le confinement? Non, je ne suis pas en train de défendre l'idée du confinement. Je ne pense pas que le confinement soit personnellement, je ne pense pas que le confinement soit possible au Sénégal déjà parce que la manière dans laquelle nous vivons dans nos foyers et puis la structure de la société elle-même n'est pas très commode avec un confinement comme on le fait ailleurs en Europe. Parce que on ne vit pas en appartement, on vit dans de grandes familles où il y a, n'est-ce pas, toute une grande famille qui vit ensemble. Comme disait quelqu'un, si on nous confinait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'entassement dans les maisons que si on nous laissait parfois sortir, être dehors un tout petit peu, vaquer à certaines préoccupations. Ce que je disais, c'est que tout simplement, certaines mesures qui viennent au-delà des mesures qui viennent accompagner l'état d'urgence sont des mesures qui parfois nous font voir de manière claire, comme le couvre-feu. Comme le couvre-feu, comme parfois la restriction des commerces, la fermeture des marchés à certaines heures, avec la réduction du temps de possibilité de pouvoir faire ces achats. Les décisions qui ont été prises concernant les boulangeries, vous les avez vues, et donc
vous voyez que finalement, ça a apporté un effet inverse de ce que l'on voulait juguler. Les gens, davantage, se bousculent et puis c'est toujours un regroupement, un attroupement qui est prompt à vraiment apporter tout ce que l'on voulait éviter, à savoir les rassemblements, les bousculades et autres, les gens qui devaient normalement respecter le mètre comme la distance physique qui doit être instituée. C'est pas possible quand on interdit la vente du pain ailleurs et ensuite que l'on puisse dire que désormais le marché ferme ses portes à 17h. Les gens vont venir avant 17h et ensuite ils vont créer un attroupement qui n'est pas un attroupement qui est souvent vécu dans ce genre de lieux. Alors que si on laissait les gens pouvoir y aller jusqu'à certaines heures, peut-être qu'il n'y aurait pas ces attroupements-là. Baba? Oui, Moussa. Apparemment, Baba, tu entendais bien le professeur? Allô? Oui, oui, Baba. Oui. Oui. Apparemment. Vas-y. J'avais un problème de... Voilà. Allô? Oui, je t'entends très bien, moi. Allô? Oui, Baba. Oui, ça, je disais que je n'entendais que très peu le professeur tout à l'heure, certainement un problème technique. Sans doute un problème technique, mais certainement on va corriger ce problème technique là au courant de l'émission. Mais on va continuer dans notre analyse. Avant de continuer d'ailleurs, est-ce que Gabou, tu as quelque chose à rajouter avant de fermer cette parenthèse? Par rapport au dernier développement du professeur, je pense qu'il a tout à fait raison, puisque on n'a pas évolué, au moins je parle, on n'a pas vu un ministre de la République qui est venu devant les Sénégalais décliner carrément les impacts attendus de l'état d'urgence. Donc on a un gouvernement qui ne communique pas ou bien qui communique mal avec son peuple. Et ça a créé un peu des discours. On a vu ce qui s'est passé, je pense, hier ou avant-hier à Kaolack. Donc c'est juste pour dire que dans la manière de gouverner, il faut parfois communiquer avec son peuple, décliner les objectifs généraux et spécifiques de l'état d'urgence. Comme ça pourrait être compris de tous et par tous. Et je me dis même qu'au moment où nous sommes, peut-être, il faut essayer d'appliquer des mesures spécifiques à chaque localité, à chaque commune. Je m'explique. On a une situation sanitaire nationale qui fait que les axes les plus touchés sont Dakar, Saint-Louis, Touba, à travers Diourbel. Donc il faudrait mettre l'accent sur des efforts institutionnels humains dans ces axes-là. Comme ça, peut-être, on pourra essayer d'endiguer ce fléau. Et le problème majeur actuellement, c'est le cas des contacts communautaires. Je vous dis même, est-ce que la solution peut-être, sur cela même j'empiète un peu sur le débat, parce qu'aujourd'hui l'aspect juridique sera privilégié. Est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas essayer de réfléchir sur comment accélérer une procédure de lutte contre Covid-19 en utilisant la digitalisation avec bien sûr l'accord de la commission des données personnelles, puisque c'est des questions juridiques aussi. Mais c'est fait. C'est pas encore. Est-ce que c'est effectif au moment où nous parlons? Non, c'est effectif, Gabo, c'est effectif. Donc, exactement. Donc, c'est des solutions qui ont donné des effets escomptés dans les pays tels que la Corée du Sud, et espérons que ça puisse être le cas au Sénégal. Mais à ce rythme-là, est-ce que le défaut de moyens logistiques ne va pas priver un peu sur la mise en place des mesures mises en place par l'État du Sénégal, puisque les pays qui ont réussi à contenir cet effet contagieux de Covid-19, c'est les pays qui ont déployé de gros moyens. Et au moment où nous parlons, est-ce que l'État du Sénégal a des moyens budgétaires suffisants pour faire face à cette pandémie aussi, qui ne demandent pas seulement des mesures juridiques humaines, mais aussi des mesures logistiques et financières. Donc, autant de questions qu'il faut se poser pour... Gab, pour rappel, l'État du Sénégal a à sa disposition plus de 1000 milliards pour l'instant. Non, en fait, c'est 1000 milliards, mais on n'est pas dans le secret des guerres, et là, le professeur pourra un peu nous éclairer, mais dans le cadre de l'aspect budgétaire, c'est plus des prévisions que des recettes effectivement reçues par nos États. Il y a des lenteurs administratives qui font que le FMI ou bien la Banque mondiale ou bien la Banque africaine de développement tarde souvent. Est-ce que 1000 milliards aussi suffit pour prendre en compte l'aspect sanitaire, l'aspect alimentaire? C'est pourquoi moi je ne suis pas totalement en phase avec ceux qui défendent ipso facto le conflit, puisqu'on est dans un pays où l'économie est pratiquement informelle. Les Sénégalais sont débrouillards. Est-ce que si on confie aujourd'hui les Sénégalais, la logique économique, la logique de survie sociale ne va pas primer sur la logique de survie sanitaire? Ça aussi, c'est des questions. Est-ce que l'État du Sénégal va prendre ce costume de paternalisme
en mettant l'accent sur la distribution de dons et de vivres qui ne sont pas transparents ni effectifs. On veut en même temps confiner des Sénégalais. On est dans un pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est des mesures adaptées et appropriées, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, qu'il faudrait prendre, et non pas des mesures importées ou bien des mesures prises automatiquement par l'Occident qu'il faudrait essayer de calquer dans nos États. Ça ne marche pas. D'accord. C'est bien Baba qui est sur l'autre ligne, Baba. Oui, voilà, tu as intelligemment fait de changer de ligne. Je pense que maintenant c'est bon. Oui. Gabou, il a encore dit quoi? Gabou, non, aujourd'hui tu vas être là à la place de Gabou. C'est Gabou qui avait des problèmes pour suivre l'intégralité de l'émission. Aujourd'hui, c'est à ton tour, mon cher. Oui, bon, mais bon, je l'ai quand même entendu dire qu'il nous fallait des mesures adaptées, appropriées, je crois. Je crois que le système des dons, quand même, la manière dont ces dons sont en train d'être donnés aux populations, pour moi, ce n'est pas un système qui a été importé. Je crois que c'est même une spécificité sénégalaise à l'heure où nous parlons. Bon, je suis fort que cela soit importé. Parce que je proposais même lors des dernières émissions que au lieu de donner des dons alimentaires aux populations, pourquoi pas recenser avec essentiellement les structures qui sont là et qui, comme l'a dit Gabou, sont souvent spécialisées sur le recensement des couches vulnérables, comme nous disons. Voilà, et pourquoi pas les recenser et leur envoyer sous forme peut-être d'argent, voilà, une somme équivalente à ce que nous faisons. Et ce serait l'occasion, pourquoi pas, de travailler avec peut-être les systèmes d'envoi d'argent qui existent maintenant. Et ça aurait été même l'occasion de faire travailler une entreprise nationale comme elle s'appelle comment même? Laquelle? Celle qui est juste à côté de votre mairie, la Poste. La Poste, Voilà, c'est l'occasion de faire travailler un peu la Poste. Pourquoi pas? En fait, ce sont juste des propositions. Maintenant, de là à dire que ce sont des mesures importées, je ne pense pas. Parce que bon, si même on suit cette logique d'importation-là des mesures, c'est-à-dire la France, par exemple, entame dès lundi un déconfinement progressif. Le déconfinement progressif, bon, nous ne sommes jamais confinés, nous sommes en confinement partiel, mais je crois que si nous étions peut-être dans une logique d'importation, peut-être que nous serons en train, pourquoi pas, de parler même de commencer à lever les mesures ayant trait peut-être à l'état d'urgence ou au couvre-feu. Je crois qu'en tout cas, depuis le début de la crise, bon, c'est mon avis, je peux me tromper, je crois que les mesures qui ont été prises sont des mesures appropriées et proportionnelles. Maintenant, dans la mise en œuvre, bien effectivement, il y aura toujours des incompréhensions, il y aura souvent des bavures, il y aura souvent un non-respect. Et je crois que sur ce terrain-là, les responsabilités sont partagées, bien évidemment. D'accord. Voilà, entre l'institution et les citoyens. Et les citoyens. Gabou, je donne d'abord la parole au professeur. Professeur, comment est-ce que vous avez apprécié depuis l'arrivée de la pandémie, du virus ici au Sénégal, depuis le 2 mars, comment est-ce que vous appréciez les mesures des autorités? Juridiquement, les mesures, comme vient de le dire Baba Gale, sont des mesures qui sont attendues, parce que quand il y a une pandémie qui se déclare et qui n'épargne pas notre pays, quand elle se déclare dans notre pays, il fallait que les autorités prennent des mesures pour montrer d'abord aux populations, les rassurer qu'elles sont en train de lutter pour endiguer ce fléau. Et donc l'état d'urgence, le couvre-feu et même cette loi d'habilitation sur laquelle on pourrait revenir après, sont des décisions qui sont correctes pour d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner une base juridique aux décisions qui vont après être prises par les autorités administratives. Professeur, avant de continuer sur cette analyse, un mot sur la loi d'habilitation. Oui, c'est cette loi-là qui a été votée à l'Assemblée nationale, prévue à l'article 77 de la Constitution, et qui donne la possibilité au président de la République de pouvoir prendre des décrets
dans les domaines qui ont été réservés exclusivement à la loi. Et donc, c'est une autre possibilité aux données, comme un élargissement des pouvoirs de l'autorité administrative, ici la plus haute autorité administrative du pays, le président de la République, qui ne pouvait pas prendre certaines décisions par décret sur certains points énumérés sur la liste du domaine de la loi à l'article 76 à 67 de la Constitution. Et donc, pour plus de célérité, de rapidité dans la prise de décision, et puis éviter de toujours convoquer l'Assemblée nationale en plénière et ensuite discuter avant de prendre une décision, on lui donne les coups de franche, on lui donne la possibilité, avec plus de célérité, de rapidité, de pouvoir décréter sur des domaines qui, sur les domaines qui ne sont pas qui n'ont pas été des possibilités pour lui en tant que président de la République. Et ce pendant 3 mois? Pendant 3 mois, oui, comme l'a précisé la loi d'habilitation. Pendant 3 mois, le président peut prendre des décisions sur les domaines qui sont listés et appartenant à la loi. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter la durée? La durée de l'habilitation? Oui. À moins que l'Assemblée nationale le décide. Mais comme c'est fait avec le couvre-feu et l'état d'urgence, ce n'est pas possible que par décret, le président de la République puisse le faire. Elle ne peut que... cette durée est fixée pour 3 mois et c'est pendant 3 mois seulement que le président de la République est habilité à prendre des décrets dans ces domaines qui sont dictés et qui ont été énumérés limitativement sur la loi d'habilitation. Même par rapport à la prorogation de l'état d'urgence, jusqu'au 2 juin, certains juristes trouvent ces décisions pas du tout propices. Certains disent même que le président de la République, en prenant ces décisions, a foulé du pied certains règlements. Partagez-vous cet avis, professeur? Je ne vais pas dire que je la partage. Je pense que c'est une position ou encore une interprétation qui est faite par certains juristes. J'ai lu, c'est vrai, des juristes disent que c'est une violation de la Constitution ou encore de la loi. C'est une illégalité pour le président de décréter une prolongation, donc une prorogation de du couvre-feu et de l'état d'urgence. Donc moi je pense que comme c'est séquentialisé, comme ils l'ont dit dans le cadre du décret qui a prolongé le couvre-feu, ils sont encore, le président de la République ou bien les autorités administratives sont encore dans le délai de 3 mois qui est décrété. Okay. Mais eux, ils sont dans une logique de séquentialisation et de prorogation de 30 jours à 30 jours. Tant qu'ils sont dans les 3 mois, dans les 90 jours, moi je pense qu'ils sont encore dans la légalité. Au-delà de ces 3 mois maintenant, où la prorogation est légale forcément, c'est l'Assemblée nationale qui doit le faire. D'accord. Maintenant, si entre les 3 mois qui sont donnés, tant que le président peut prendre des décrets qui ne vont pas au-delà de ces 3 mois, je pense qu'il est dans la légalité. D'accord. Bon, ceux qui disent que aussi seule la loi peut proroger l'état d'urgence, ils l'ont posé de manière, c'est-à-dire ils sont dans une analyse de purisme juridique, ils sont puristes, ils sont dans une analyse rigoureuse. Ils veulent que l'on soit dans ce qu'on appelle une interprétation très rigoureuse de la loi et qu'on dise que comme c'est la loi qui le prévoit, c'est que la loi qui doit pouvoir le faire. Et qui peut le plus, peut le moins. Comme le président peut proroger, comme le président peut par décret mettre fin à l'état d'urgence, je pense qu'il peut bel et bien être habilité à pouvoir prendre la possibilité de proroger en n'excédant pas, surtout ça, en n'excédant pas la loi, la date ou bien la durée qui a été fixée par la loi. Tant qu'elle n'excède pas la durée qui a été fixée par la loi, je pense que ça peut être considéré comme étant dans les limites de la légalité. D'accord. Et maintenant, votre avis sur global sur comment les mesures, comment appréciez-vous ces mesures-là? Les jugez-vous pertinentes? Les jugez-vous propices pour endiguer le Covid-19 au Sénégal? Personnellement, oui. Je pense que si des mesures n'avaient pas été prises, aujourd'hui, on serait à plus de cas que nous en sommes. Et certainement à plus de morts. On ne le souhaite pas. On souhaite vraiment que le nombre de morts se limite à ce que nous avons déjà. Mais si les décisions n'ont pas été prises telles que le couvre-feu, l'état d'urgence et surtout l'interdiction de voyages interurbains, la propagation serait beaucoup plus rapide que ce qu'on est en train de voir. On se rend compte que d'ailleurs certaines localités ont eu le virus importé par ceux-là qui ont bravé ces interdictions. Et si tout le monde avait respecté les décisions prises par les autorités administratives, certainement le virus aurait pu être contenu, je dois dire, aurait eu être contenu quelque part. Et si personne ne se déplaçait, on aurait eu des foyers bien visibles et bien constatés et qu'on puisse faire le focus de tous nos efforts, de toutes nos forces, comme nos forces financières, sanitaires et autres,
pour que l'on puisse essayer d'endiguer ces foyers qui ont été identifiés. Mais maintenant que les gens ne respectent pas les décisions qui ont été prises, et on est en train de multiplier les foyers, multiplier donc le nombre, et en ce moment-là, nous sommes en train de subir donc l'égoïsme ou encore l'illégalité de certains Sénégalais. Vous avez vu, donc si on avait respecté les décisions juridiques qui ont été prises par les autorités, certainement on aurait eu beaucoup moins de cas qu'actuellement on en a eu. Baba? Oui, Moussa. En fait, moi, j'ai eu une question pour le professeur. Bon, on s'est dit la fois passée, notamment les dernières émissions, mais quand on en parlait quand même des cas communautaires, etc., on s'est dit qu'il fallait des actions à la base. Voilà, il fallait des actions à la base et qu'il fallait peut-être que les collectivités locales aussi soient peut-être ou jouent pleinement leur rôle. Moi, j'aurais quand même une question pour le professeur. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être envisageable d'élargir les pouvoirs de police des collectivités locales? Est-ce que ce n'est pas envisageable pour peut-être juguler certaines crises, comme les crises d'ordre sanitaire, est-ce qu'il ne serait pas pertinent peut-être ou envisageable quand même d'avoir ou d'élargir les pouvoirs de police qui sont souvent reconnus à ces entités-là? Professeur? Oui, Baba Galé, c'est une question pertinente. Je pense que ce serait bien qu'on l'envisage, qu'on puisse donner aussi la possibilité. C'est un tout. Si on augmente les pouvoirs du président de la République, on sait que les autorités locales élues sont un peu l'équivalent du président de la République dans les collectivités territoriales. Tout à fait. On pouvait peut-être aussi, dans cette veine-là, leur donner la possibilité de pouvoir prendre des décisions qui entraveraient certaines libertés et qui pourraient aussi participer du rôle de vouloir endiguer le fléau ou bien le virus, la maladie. Mais je me dis que si on le faisait aussi, est-ce qu'il y aurait une certaine applicabilité dans la mesure où les autorités administratives locales, les autorités des collectivités territoriales n'ont pas ces forces de l'ordre dont dispose l'État? Je pense que la possibilité donnée aux autorités administratives déconcentrées, à savoir les gouverneurs et les préfets déjà, est bonne de pouvoir, dans le cas d'une circonstance locale constatée, qu'elles puissent prendre des décisions qui ne sont pas des décisions qui sont applicables ailleurs que chez eux. Je pense qu'au Sénégal, déconcentration et décentralisation sont un peu imbriqués. Ils sont toujours dans la même veine, ils décident tous dans le même ordre ou bien dans cet intérêt général qu'ils partagent tous et qu'ils veulent tous sauver. Et donc, comme c'est le cas ailleurs où les autorités locales élues sont fortes, elles ont des autorités, des pouvoirs de police, elles ont la possibilité même d'obliger les gens à se conformer. Ici, je pense qu'il y aurait un problème d'applicabilité. Tout simplement. Mais ce serait une très bonne idée quand même qu'on leur donne la possibilité qu'ils puissent prendre des décisions qui vont dans ce même sillage. Gabou? Non, je suis parfaitement d'accord. C'est un point que j'allais même souligner en mettant l'accent sur le fait que peut-être, au-delà du fait que la réalité sociale du Sénégal a été mise à nu par le fléau Covid, mais aussi la réalité juridique au Sénégal a été mise à nu par le fléau Covid. Je m'explique. Nous sommes dans un pays où on est dans un état très, très, très concentré, très centralisé. Et pourtant, au Sénégal, il y a d'éminents professeurs qui ont théorisé la pertinence de mettre en opérationnalité l'acte 3 de la décentralisation sous l'angle juridique et financier. Parmi ces professeurs-là, je peux citer le feu professeur Mayacine Dia, qui a nous encadré, qui a aussi encadré notre professeur qui est aujourd'hui l'invité de l'émission, qui a émis des hypothèses, des idées très pertinentes et qui peuvent être prises en compte dans le cadre de l'accompagnement juridique et financier de nos collectivités locales. Puisque la réalité actuellement du terrain fait qu'on voit seulement une mobilisation de l'État central, alors qu'il y a des autorités déconcentrées à côté, à savoir les gouverneurs et les préfets, mais aussi il y a des autorités décentralisées, à savoir les autorités municipales et départementales, qui ont pourtant des pouvoirs de police, à savoir la sécurité publique, la circulation publique, mais aussi la tranquillité publique, et qui sont actuellement utilisés en France pour aider l'État central. Alors qu'au moment où nous parlons, on ne voit pas un maire, mis à part peut-être un Barthélémy Diaz qui utilise le canal social pour essayer d'aider
sa municipalité, mais aussi le canal juridique les autorise, les permet d'être sur le terrain et d'être en parfaite coopération à la fois avec les autorités déconcentrées, à savoir les gouverneurs et les préfets, mais aussi la police municipale, mais aussi les commissariats qui sont dans... Donc on est dans le cadre d'un pays où il y a des textes qui existent, mais dans l'application, pour ne pas dire là, dans l'applicabilité, il y a encore des problématiques à endiguer. Et, par rapport aux insuffisances financières aussi des collectivités locales, ça a un peu impacté sur la lutte contre Covid-19, puisqu'on est dans le cadre d'un système qui est encore une fois très centralisé. Donc ça présente des lourdeurs administratives, alors qu'au niveau local, si on avait des moyens logistiques, des moyens financiers consistants et suffisants donnés aux autorités municipales, on pouvais avoir véritablement une aide qui va porter le combat national sur la base locale. Je peux citer l'exemple de Fatick. La dernière lecture du budget de notre municipalité que j'avais fait, ça n'avait pas... Ce pas un budget qui était supérieur à 1 milliard. Donc vous voyez la problématique majeure des moyens financiers et logistiques qui sont disponibles dans le cadre de nos collectivités locales, alors que dans le cadre d'autres pays, on peut avoir des municipalités avec des budgets supérieurs à 10 milliards. Donc, ça interroge encore une fois sur la pertinence d'améliorer en contenu juridique et financier l'acte 3 de la décentralisation, qui dans son écriture est pertinent, contient des aspects importants, mais dans la pratique, encore une fois, il y a matière à revoir. Et sur ce, peut-être les travaux de Maya Tindiane sont immenses. Je suis de face à sa famille qui est à Saint-Louis. C'est des éminents professeurs qui sont certes partis, mais avec des professeurs comme M. Diouf, l'État du Sénégal a intérêt à rapprocher les acteurs académiques qui évoluent sur le terrain du droit administratif local, car c'est des solutions qui sont disponibles et qui peuvent être conseillées à nos autorités centrales pour essayer de voir comment appuyer en moyens logistiques et financiers nos autorités municipales qui souffrent, qui ont peu de moyens, mais qui font face à d'énormes difficultés. Et la réalité Covid encore est là pour le démontrer. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous venez juste de nous prendre en cours, je rappelle que vous suivez l'émission Relecture et aujourd'hui, nous recevons, mes chroniqueurs et moi, recevons le professeur Tafsir Diouf. Il est docteur aussi, docteur en droit public. Et je rappelle qu'il est enseignant au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est dans ce cas ici. Il fut le professeur de mes deux chroniqueurs, Babagale Mansour et Aliou Gabou Sissé. Professeur, oui. Je pense que tout à l'heure, on n'a pas pu terminer cette analyse. Voir comment est-ce que aujourd'hui on parle de l'aide alimentaire pour un peu diminuer les impacts du Covid-19. Comment est-ce que vous l'appréciez? D'abord, avant même de parler de l'aide alimentaire, nous avons vu à travers la Sénélec et la SDE, beaucoup ont bénéficié de cet allègement-là. Des factures ont été payées gracieusement par la Sénélec et par la SDE, mais certains parlent d'un problème de ciblage, que les populations, les ayants droit, ne l'ont pas très sincèrement reçu. Il y a certains qui ont la possibilité de payer les factures et qui ont reçu cette aide-là. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Justement, Younoussa, vous avez raison, c'est un problème de ciblage, comme vous l'avez dit, parce que les factures dans ce qu'on appelle la tranche sociale n'est pas un élément qui soit l'élément déterminant pour distinguer ceux qui sont nécessités de ceux qui ne le sont pas. Parfois, vous pouvez voir des gens qui sont très aisés, qui peuvent bien payer des centaines de factures et qui sont toujours dans la tranche sociale. Si à ceux-ci, on donne la possibilité de ne pas payer les factures, on est en train d'augmenter une goutte d'eau dans une bassine, n'est-ce pas, bien remplie. Alors que on peut voir des familles qui sont très nécessiteuses, qui sont une famille très nombreuse, qui dépassent la tranche sociale. À ceux-ci, on les exclut de manière, je vais dire, pas tout à fait normale. Et ils sont obligés de payer les factures par elles-mêmes, ces familles, et parce que tout simplement, elles ne sont pas dans la tranche sociale.
Et ceux-là sont des gens qui sont nécessiteux. Je ne sais pas comment mettre qui sont nécessiteux. Maintenant, je ne sais pas quel devrait être l'élément le plus pertinent. Peut-être la déclaration. Les gens peuvent déclarer leur indigence et aller voir peut-être... Est-ce que c'est la déclaration? Des gens comme moi... Je ne pensais pas que les gens se présenteront alors qu'ils ont les moyens de payer. Je sais au moins que ceux qui ont parfaitement les moyens, certainement, n'iront pas se bousculer devant les agents de Sénélec pour vouloir ne pas payer une facture pour laquelle ils pouvaient vraiment rester chez eux et payer ça avec leur Mais téléphone. quand même, on salue cet effort de l'État parce que c'est un effort quand même qui atteint certaines personnes et qui puissent tout simplement participer de cet effort-là, de donner la possibilité aux Sénégalais de faire face à la pandémie. Maintenant, pour ce qui est de l'aide alimentaire, je pense comme Babagaï l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on appelle à distribuer du riz, mes parents serrères et mes cousins veulent, ils vont venir. Et c'est cet attroupement-là que l'on voulait justement éviter. Et c'est forcément ce qui se passe. On voit toujours dans les réseaux sociaux et comme dans les médias que partout où on appelle à venir récupérer les aides, il y a des problèmes. Les gens qui viennent, qui s'indignent. La gratuité, elle attire. La gratuité forcément, elle attire. Et comme disait un ami, la gratuité est aussi toujours suspecte. Donc, on peut penser qu'il y a forcément quelque chose derrière. Maintenant, ce qu'il faut dire de manière claire dans la pratique de ce qu'on donne comme les aides alimentaires, je pense que, comme Babagaï l'a dit, moi, ce que je pensais, que l'on puisse déterminer une somme, n'est-ce pas, très conséquente, et qu'on puisse l'envoyer directement par les possibilités que nous avons, telles que, voilà, comme il l'a dit, la Poste ou encore les autres structures de transfert d'argent, pour qu'on puisse le faire de manière tout à fait simple, avec beaucoup de sutura, comme on le dit, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi, les gens peuvent recevoir... En tout cas, dans d'autres pays, c'est ce qui s'est fait. Et puis voilà, les gens peuvent le recevoir dans une parfaite intimité, aller récupérer ça sans attroupement, sans regroupement et ensuite acheter ce dont on a besoin. Parce que ce n'est pas forcément du riz et de l'huile dont on a besoin. Les gens ont besoin d'autres choses. Parfois, c'est des dépenses autres dont les gens ont besoin que du riz et du sucre qui peuvent leur parvenir et qu'il n'est pas d'autres choses qui doivent accompagner ce riz-là, parce que ce n'est pas forcément un riz de peul sans viande ni poisson. Donc forcément, il faut que les gens réfléchissent davantage pour que l'on puisse aussi avoir un registre beaucoup plus élargi que le registre que les gens utilisent, que ce registre-là qui a été utilisé par d'aucuns, et puis les choses ont changé. Il y avait un tout petit peu, dit-on, de politisation dans l'établissement de ces listes. Des gens qui sont pas du tout des nécessiteux y figurent, et des gens qui sont carrément et connus de tous comme étant des nécessiteux n'y figurent pas. Ceci donc jette un discrédit sur ces éléments, ces instruments qu'utilise le pouvoir. Et si c'est le cas, ça affaiblit l'État? Je ne vais pas dire que ça affaiblit l'État, mais ça ne permet pas tout simplement de... Même si ça ne l'affaiblit pas, mais ça lui retire sa crédibilité. Un tout petit peu, oui. Ça peut lui retirer une certaine crédibilité parce qu'on peut penser que l'État n'est pas du tout en mesure d'organiser une chose aussi banale que distribuer des vivres à des populations. Donc si un État ne peut pas faire ça, on peut bel et bien douter que cet État-là puisse être en mesure de nous protéger face à cette pandémie. Babagaï? Oui, Moussa. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu sur beaucoup d'opposition entre ces gens-là qui ont la lourde charge d'appuyer, d'aider les populations vulnérables. On voit des politiciens, bon, je ne vais pas dire des politiciens parce que certains disent qu'ils ne sont pas politiques, démissionner parce qu'il y a un manque de crédit, comme je le dis tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas allés en cette guerre contre le Covid-19 dispersés, Babagaï? Mais comme toujours, c'est-à-dire, dire que nous sommes allés en cette guerre en étant dispersés, peut-être le terme dispersé peut être trop fort, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous n'avons jamais cessé de montrer quand même à la face du monde que nous avions un réel souci avec l'organisation, c'est-à-dire le peuple sénégalais peine souvent à se réunir autour de l'essentiel. Voilà. Et je crois que ce sont souvent quand même, à chaque fois qu'il y a ces problèmes, c'est souvent les intérêts particuliers qui sont derrière, qui font que souvent un peuple ne puisse pas se recentrer autour de l'essentiel. Et je crois que
Tu l'as dit tantôt, c'est-à-dire dans d'autres pays, les gens l'ont fait sans tambour ni trompette. Aux États-Unis, par exemple, on a envoyé l'aide sous forme d'argent aux familles qui en avaient besoin. Pourquoi pas ici au Sénégal? Bon, les personnes que nous pouvons recenser, peut-être les personnes qui ont plus de paye, qui sont peut-être des fonctionnaires, etc. Mais voir comment maintenant augmenter peut-être cet argent-là, peut-être sous forme d'indemnité. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas peut-être spécialisé dans ce domaine. Mais nous pouvions faire quand même ça de manière très organisée. Et quand je fais le tour de la presse et j'entends dire que des gens qui sont dans un comité de suivi ont tapé sur la table parce qu'ils voulaient combien? 3,5 millions, ils ont dit. Oui, c'est 3,5 millions, c'est bien ça. Oui. Mais après le comité a fait un communiqué pour dire qu'il renonce à ces per diem-là. Donc, ça veut dire qu'on a voulu leur donner un per diem. Voilà, parce que bon, il ne faut pas dire non à peut-être une chose qui n'existe pas. Il ne faut pas réclamer une chose qui existe. Ça veut dire que ça, c'est le problème. Pourquoi on devrait donner maintenant de l'argent à des gens pour qu'ils assurent le suivi? Voilà, je ne dirais pas d'une activité, ce n'est pas une simple activité, il s'agit en réalité d'une guerre contre un ennemi commun. Et là, maintenant, ça va se poser une interrogation qu'on ne peut se poser. C'est-à-dire, comment faut-il rééduquer l'homme sénégalais? Parce que je pense qu'en réalité, le problème, il est humain, Younoussa. Le problème, il est humain. Je ne peux pas comprendre qu'en période de crise, que les gens se permettent maintenant de penser comment renflouer leur caisse. Voilà, de réclamer une telle somme. Et je vais en profiter peut-être pour poser la question à notre invité. Selon lui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'au-delà des problèmes légaux, des problèmes juridiques, au-delà des problèmes de société, c'est-à-dire les problèmes humains, les problèmes humains, parce que le droit aussi, c'est une science sociale. J'aimerais bien savoir comment nous pouvons faire pour endiguer ce problème-là. Certainement, ce sera pour passer par l'éducation. Gabou? Oui. Non, je suis en phase avec les derniers développements. Donc, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Espérons juste que les autorités qui ont été responsabilisées pour gérer le Covid auront assez de hauteur et de grandeur pour gérer cette situation-là. Puisque au moment où les Sénégalais me demandaient des per diem, c'est un peu inélégant. C'est inélégant, c'est inhumain. Mais ils ont renoncé à ces per diem. Mais ils ont renoncé, les gars. Mais le fait le débat ne veut même pas se poser. D'avoir réclamé ces per diem là, un peu déteint sur l'image de la gestion, même si ça a été rattrapé heureusement à la fin. Tout à fait. Professeur, juste avant même que l'on pense à donner les vivres, même si ces vivres ne sont pas encore arrivés aux destinataires, les gens se disent non, il faut pas remettre ça aux politiciens. Et là, si on est dans un état où les citoyens ne font plus confiance aux politiciens, et ces politiciens-là ont pour mandat de participer au développement de cette localité, de cette nation, il y a un problème, professeur. Évidemment, il y a problème, comme disait tout à l'heure Baba Gale. Je pense qu'on a un problème de bénévolat au Sénégal. Les gens n'ont pas l'habitude de travailler de manière bénévole et puis de manière désintéressée. À chaque fois que l'on vous convie à une activité, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux gagner. Et c'est ça qui parfois fausse les enjeux, le débat, fausse un tout petit peu l'objectif qui a été visé. Dans un tel cadre, ailleurs, en d'autres circonstances, on aurait pu comprendre que, n'est-ce pas, quand on vous convie à travailler, on doit vous mettre dans des bonnes conditions pour que le travail soit bien fait. Mais dans cette situation de pandémie, de guerre contre un ennemi invisible et très capricieux, comment on peut vraiment penser que l'on vous convie à une commission pour, n'est-ce pas, de suivi de la distribution et que vous puissiez, je ne sais pas, heureusement que vous l'avez dit, mais sinon on aurait vraiment eu une analyse beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus critique. Mais heureusement, mais ça ne devrait, comme l'a dit Baba Gale tout à l'heure, même pas se soulever cette question parce que ça ternit d'ores et déjà l'image que nous avions
pour cette commission. Maintenant, le fait que l'on fasse davantage confiance aux militaires qu'aux autorités civiles et politiques, moi, je l'avais dit, dès l'instant qu'on avait dit qu'on allait confier cette mission à une autorité militaire, je m'étais dit que c'est l'aveu d'échec des autorités à la fois politiques, surtout, et administratives. Oui. Parce que si on n'a pas voulu donc confier ceci aux autorités administratives, les concentrer aussi, ça peut montrer qu'il y a une certaine méfiance, un certain échec, certainement dans les activités antérieures qui leur ont été confiées. Maintenant, que l'on a jusqu'à penser que ce sont les militaires qui sont plus rigoureux, qui sont beaucoup plus justes, donc cela veut dire que nous avons un problème parce que la population militaire au Sénégal n'est pas très nombreuse par rapport à la population civile que nous sommes. Donc si on pense que c'est cette minorité qui est beaucoup plus correcte dans le sens général, beaucoup plus honnête, plus juste, ça pose problème. Cela veut dire que l'écrasante haute majorité que nous sommes, civils et politiques, est une majorité qui n'est pas très juste dans les missions qu'on a pu peut-être leur confier. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation pour rebondir, vous permettre de rebondir sur l'interrogation, la question de Baba Gale? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser l'éducation sénégalaise? Éducation, mais surtout culture. Hein. Je pense que c'est un peu culturel. Éducation, oui. Mais il ne faut pas oublier que ceux-là qui on a donc sur qui on a une certaine défiance sont les gens bien éduqués, qui sont passés par éduqués dans le cadre des sillons formels comme l'école, mais aussi dans le cadre, ils sont éduqués dans le cadre de leur famille. Ils ont reçu une éducation familiale, culturelle, cultuelle. Et donc, si au-delà de ces éducations-là, ils peuvent ne pas passer par les canaux légaux de la vie, on peut penser bel et bien que ça va au-delà de l'éducation, mais c'est de la culture. Et puis, mais je pense quand même que c'est personnel, parce qu'il y a des gens qui, malgré cette généralité que l'on puisse voir, il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont droits, qui peuvent bel et bien travailler pour leur population, pour leur peuple, de manière bénévole, sans pour autant attendre quoi que ce soit comme étant une retombée. En privilégiant les intérêts, évidemment, les intérêts du peuple. Baba? Oui. Tu avais quelque chose à ajouter? J'étais entendu parler. Non, ce que je voulais dire, le professeur vient de le dire, ça veut dire que malgré quand même qu'il y ait autant de personnes, ou du moins qu'il y ait en tout cas cette phase visible-là de gens qui sont venus par leur propre intérêt, nous pouvons dire et affirmer sans embâche qu'il existe encore ici au Sénégal, comme il l'a dit, des gens qui, de manière désintéressée, travaillent pour la communauté. Voilà. D'accord. C'est une précision de taille à apporter. À la lecture, toutes les précisions sont de taille, mesdames et messieurs. J'aurais quand même une question. Oui, vas-y. Souvent, j'aime calculer mes amis, mes camarades de promo et autres, qui peut-être à l'université ont opté pour les sciences juridiques. Souvent, j'aime dire que des fois, nous oublions que notre base, c'est une science sociale. Et que, au-delà de raisonner peut-être tout le temps en termes de légalité ou de bien fondé, il serait des fois pertinent peut-être de raisonner en termes de conséquences sociales. Voilà. Et j'aurais bien aimé avoir l'avis de M. Diouf par rapport à cette question-là. Quelles sont selon lui les conséquences sociales de toutes ces décisions qui sont bien fondées puisque la base légale existe, mais quelles peuvent bien être les conséquences sociales de l'état d'urgence, du coup, etc. Et en fait, juste avoir son avis par rapport à ça. Regardez, j'ai entendu votre question, elle est pertinente, vous avez raison, hein, nous sommes tous dans une science qui se définit comme étant juridique et sociale, c'est vrai, forcément. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, le droit est une matière tentaculaire, donc ça va partout dans tous les domaines de la vie sociale. Donc, de manière sociale, forcément, les décisions vont avoir des conséquences. Mais comme nous ne sommes pas des sociologues aussi, je pense que nous ne pouvons pas avoir un développement assez poussé. Ce que je peux dire, c'est que ces décisions vont impacter sur la vie, sur la manière dans laquelle les gens avaient l'habitude de vivre. Et puis, de manière même psychologique, je pense que les gens ne sont pas prêts à oublier à la fois le passage du Covid et des mesures qui l'ont accompagné. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont des mesures inédites que nous n'avons pas vécues depuis très longtemps. Et parce que les mesures sont inédites,
elles vont nous marquer, elles vont donc rester dans notre psychologie et puis avoir une certaine manière de comprendre que les juristes prennent parfois des décisions qui, en temps normal, sont des décisions assez vivables parce que nous en avons l'habitude, mais en cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent prendre des décisions beaucoup plus drastiques, beaucoup plus rigoureuses et qui vont être obligatoirement respectées. Les gens n'avaient pas cette culture de respect de ces mesures de restriction. Jamais les Sénégalais ont vécu aussi longtemps l'obligation de rester chez eux à partir de 20h. Et donc, ils vont penser que c'est catastrophique. Mais ils vont pouvoir, je pense, comprendre que c'est pour le bien de tous, c'est pour l'intérêt général, c'est pour l'ordre public sanitaire que l'on a pris ces décisions et ils doivent pouvoir le comprendre. Et toujours en termes de conséquences, si vous le permettez bien sûr. Oui, allez-y. Il y a quand même un décret qui a été pris dans le cadre des marchés passés, dans le cadre de la lutte contre le Covid ou la Covid. Bon, il n'y a pas... Bon, là, il y a l'OMS qui dit la Covid. Oui. Donc disons la Covid. Voilà. Dans le cadre des marchés passés, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il y a un décret qui a été pris par le président de la République. Dans ce décret, nous lisons qu'en réalité, dans le cadre de ces marchés-là, il va y avoir je dirais en tout cas, nous n'allons pas peut-être faire fi des règles du Code des marchés publics. Maintenant, est-ce qu'un tel décret ne peut pas engendrer des conséquences néfastes? Parce qu'un tel décret qui ne précise pas les règles qui ne seront pas prises en compte, est-ce que ça ne peut pas avoir des impacts assez bon, je ne veux pas dire c'est compliqué ou en tout cas, j'aimerais quand même avoir votre avis. Baba, vous êtes vraiment très intéressé par les marchés publics. Je sais qu'Aline Gabou, je le sais aussi. Donc, moi aussi, je le sais. Hein. Voilà. Tout le monde sait que Baba, il est intéressé. Il y aurait forcément un glissement vers les marchés publics. Ouais. Alors, moi, je pense que... J'attendais cette question, hein, Baba. C'est une continuité logique de ce que nous vivons. Si on met entre parenthèses nos libertés, nos droits les plus fondamentaux, on peut bel et bien mettre un tout petit peu entre parenthèses les règles de procédure fastidieuses et très parfois longues, très longues de passation des marchés publics. Parce que nous sommes dans un contexte d'urgence, tout doit être fait de manière urgente. Même si on n'est pas dans le cadre des marchés publics, dans le cadre donc de cet état d'urgence et de cette nécessité de juguler rapidement le fléau, le code des marchés publics que vous connaissez, que vous maîtrisez bien, prévoit des situations dans lesquelles, s'il y a une urgence, on peut ne pas respecter ces procédures longues et coûteuses qui sont prévues. Et je pense que ça entre tout simplement dans cette veine-là pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir acheter rapidement, pour ne pas... mais quand on le fait aussi, il faut toujours qu'il y ait de l'élégance, un peu de légitimité au-delà de la légalité. Je pense que ce que les gens ont décrié avec un parlementaire qui gagne un marché, même si c'est légal, c'est pas élégant. C'est ce que disent les gens. C'est ce que disait Gabou la fois passée. Vraiment. Gabou a utilisé une expression assez romantique, entre guillemets, quand il parle d'élégance républicaine. Voyez-vous, voilà. C'est une élégance républicaine que de le faire afin que on puisse faire participer les autres. Et il y a des opérateurs économiques qui ne sont pas dans les instances dirigeantes telles que les institutions publiques. Donc on aurait pu privilégier ceci à celui-là, n'est-ce pas? Et donc ça aurait été beaucoup plus correct dans cette élégance républicaine dont parle Aline Gabou Cissé. Moi, je suis plus en phase avec ça, que l'on puisse privilégier des gens qui appartiennent à la mouvance. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Professeur, comme d'habitude, nous, à Relecture, on est très, très, très optimiste. À chaque émission, on va un peu parler d'après Covid. Parfaitement, vous avez raison. Oui, après Covid, comment est-ce que vous voyez cette période-là? Ce sera une période où normalement on devait être dans une posture de dire que rien ne doit être plus comme avant. C'est au moins dans cette partie du discours. Mais pour un pays comme le nôtre, le Sénégal, qui retient rien des catastrophes,
Vous avez raison, hein? Les catastrophes, on n'en tire pas une leçon. On n'en tire pas une leçon. Vraiment pas de leçon. Mais cette fois-ci, je pense que c'est vrai que les catastrophes précédentes ont fait beaucoup plus de dégâts pour l'instant. Mais quand même, on peut se rendre à l'évidence que cette catastrophe-là aurait pu être vraiment une catastrophe qui peut engendrer l'extinction de l'humanité si on n'y prenait pas garde. Donc on doit pouvoir, à partir de ce moment, se dire que toutes les activités qui ont été considérées comme des activités nécessaires dans notre vie et pour lesquelles nous avons mis une parenthèse bien depuis longtemps, peuvent bel et bien être des activités pour lesquelles on peut s'en passer. Et puis, dans la manière de vivre, on peut se rendre à l'évidence que vraiment on peut conserver les bonnes habitudes que nous avons apprises de ce passage de cette pandémie pour continuer à les adopter comme étant des styles de vie. Surtout dans le cadre de la propreté, dans le cadre de la distance sociale, elle est importante. Les Sénégalais ne savent pas faire la queue. Il y a un ami qui me dit, si un président de la République se met à apprendre comment se laver les mains, moi-même, je pensais savoir me laver les mains, mais c'est en suivant certaines vidéos que je me suis rendu compte que non, nous ne lavons pas bien les mains. C'est après plus de 30 ans qu'on se rend compte qu'on ne peut pas se laver les mains. On se lave mal les mains. Voilà, voyez-vous. Donc tout ceci, et puis on ne sait pas faire la queue, on pense que la queue c'est collé serré, on doit être l'un après l'autre carrément, avec 0 centimètre entre les gens. Vos étudiants, professeurs ne savent pas faire la queue. Hein? Ça c'est sûr. Nous faisions mal la queue lorsque nous étions étudiants. Alors vous avez parfaitement raison, on doit toujours penser après Covid et savoir que franchement l'après-Covid doit être un moment au cours duquel on doit pouvoir adopter un nouveau style de vie beaucoup plus adapté, beaucoup plus correct. Investir plus dans la recherche professeur. Effectivement. Investir plus dans l'éducation. Effectivement. Investir également plus dans la santé professeur, certainement. C'est l'éducation dont vous parlez et puis c'est important. Donc vous voyez qu'il faut investir dans la recherche, dans cette souveraineté. Dans le cadre sanitaire, dans le cadre médical. Investir davantage aussi dans le système sanitaire. Parce que le Covid a montré que la Covid, comme dit l'OMS, pour être en phase avec les institutions, a donc déballé les manquements, les tares de notre système hospitalier, de notre système sanitaire dans son sens général. Cela veut dire que nous avons beaucoup à faire pour que après ce passage de cette pandémie, que l'on puisse avoir vraiment des modalités, des modes de vie beaucoup plus adaptés, beaucoup plus correct pour une société afin que l'on puisse davantage vivre de manière... Une société beaucoup plus organisée parce que l'organisation, on en a besoin, professeur, on en a besoin, l'organisation, et ça c'est dans tous les plans. Baba Gale Mansour, on est presque à la fin, pour ne pas dire à la fin de cette émission. On t'entend très mal, mon cher. Là, c'est bon. Allez. Vas-y, oui, c'est bon maintenant. Voilà, je disais tout à l'heure, j'aimerais quand même en profiter pour remercier une nouvelle fois notre invité, M. Tafsir Diouf. Younoussa, voilà un homme qui nous inspire beaucoup. Hein. Voilà, nous apprenons beaucoup à ses côtés à l'université. Je peux dire que pas mal de promotions d'étudiants de l'EFSGT diront la même chose. Et voilà, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir ce soir avec vous. Nous avons beaucoup appris. Et cela témoigne encore une fois que le Sénégal, le Sénégal a le droit de rêver plus haut. Voilà, quand nous avons des gens comme lui qui inculquent à une jeune génération comme la nôtre certaines valeurs, une certaine science, voilà, qui est le droit que nous apprenons à l'université. Nous pouvons être optimistes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci M. Diouf, merci à Younoussa, merci à mon ami, camarade Ali Gabou Cissé. Que nous avons perdu entre-temps, hein. J'essaie de le joindre, mais ça sonne, il ne répond pas. Oui, bon, comme toujours. Hein. Gabou, il est comme ça. Comme toujours. Hein. Insaisissable. En tout cas, c'est ça. Merci à toi, Younoussa. Merci à tous les auditeurs. C'est moi qui te remercie, mon cher. C'est moi qui te remercie. Voilà, mille merci à notre professeur M. Diouf qui s'est déplacé, qui est venu uniquement pour nous. Voilà, en tout cas, professeur, sachez que ça nous va tout droit au cœur. Et nous tâcherons, Inch'Allah, de nos points. Et profiter de sa présence pour demander aux autres professeurs de s'ouvrir, de venir à la relecture. On a besoin de leur expérience.
Oui, effectivement. Bon, je vais lui laisser l'honneur de lancer cette. Ah oui. Voilà, de lancer ce message à ses collègues, Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup, Aliou Gabo. Qu'est-ce que je dis Baba Gale. Alors, merci à toi. Je suis secoué par le Ramadan aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Alors, merci à toi, Baba Gale. Je pense que les mots que vous avez dit à mon endroit sont des mots qui peuvent vous être retournés à tous autant que vous êtes. Je pense que vous, Gabou Cissé et toi-même, avez toujours été des étudiants qui m'ont marqué dans le cadre même des activités pédagogiques, je le dis ainsi. C'est qu'après que des relations sociales se sont tissées, mais pédagogiquement, ils m'ont marqué par leur sérieux et par leur maîtrise de la culture juridique dans un sens général. C'est la raison pour laquelle, quand ils m'ont saisi, j'ai hésité parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois d'ailleurs que je viens dans une radio. Je ne suis pas un homme des médias, mais quand ils ont insisté, tous les deux, je n'ai pas eu les arguments pour décliner leur invitation. Ça a été quand même un plaisir de venir. Partager un tout petit peu le peu de connaissances que nous avons de ces instruments juridiques que les gens utilisent de nos jours, surtout avec cette période. Je pense que, professeur, je ne vous coupe pas, vous m'excuserez. Je pense que pendant cette crise, doit également nous apprendre à écouter les professionnels. Oui, c'est ce à ne pas donner la parole à n'importe qui. Des personnes dont nous sommes sûrs qu'ils ne nous apprennent rien, il ne faut pas leur tendre le micro parce qu'on est en période d'urgence et l'information elle est capitale pour gérer une crise. Oui, je ne vais pas prétendre que j'en fais partie, mais bon, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est un professionnel du métier qui parle. Vous avez raison, c'est comme ça. On doit vraiment tendre le micro à des gens qui sont techniquement bons dans les domaines dans lesquels ils interviennent pour davantage de clarté et de justesse dans ce qu'ils disent afin que les gens puissent, de manière claire et de manière éclairée, puissent agir en conséquence par rapport à ce qui a été dit. Alors, nous sommes à la fin de l'émission ou pas? Oui, on est à la fin de l'émission. Voilà. Apparemment, vous voulez moi, je n'ai pas la force nécessaire de continuer, professeur. Je vous aime bien. Mais c'est ce que Baba Gale avait dit, ça passe vite. C'est vrai que ça passe vite à la radio. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Si vous avez autre chose également à partager avec les auditeurs, ce serait bien. Bon... Oui, lancer le message à lancer, demander à vos collègues quand même de se prêter à ce jeu. Parce que si on ne parle pas, d'autres parlons à votre place. La communication est essentielle dans la vie d'un peuple. Je pense que j'ai des amis dans le cercle des amis à qui je pourrais parler personnellement. Ils sont certainement en train de m'écouter. Un ami que peut-être je ne vais pas citer, mais qui se connaît, c'est un frère à moi. Et je sais que lui, il est très disponible et c'est quelqu'un qui... Frère, on vous ouvre la porte. Certainement. Et qui serait certainement ouvert à venir aussi partager avec vous ses connaissances juridiques et puis ce qu'il pense de la relecture de l'actualité juridique de ce qui se passe dans notre pays. Super. Alors peut-être aussi ne pas oublier, parce que ça c'est devenu pour moi un sacerdoce, de rendre hommage à mon professeur, comme tout à l'heure Aliou Gabou Cissé m'en a donné l'occasion, le professeur Mayacine Diagne, qui est ici de Saint-Louis. Au passage, je salue toute sa famille, Ali particulièrement et Nafi. Certainement, si c'est le cas, ce serait un plaisir de lui dire que voilà, je lui passe mon salut ainsi qu'à toute la famille. Comme disait tout à l'heure Aliou Gabou Cissé, le professeur Mayacine Diagne est un professeur immortel, parce que voilà, ce qui fait l'immortalité, il l'a fait et refait. Je disais qu'il était l'un des professeurs les plus prolifiques et donc l'écriture de nombreux ouvrages qui sont des références incontournables de tout chercheur ont fait qu'il sera toujours parmi nous, éclairant les générations actuelle et à venir, et donc c'est quelqu'un que l'on ne doit jamais oublier dans nos pensées, dans nos prières, surtout en ce mois béni de Ramadan. Nous prions pour que sa place au paradis soit vraiment une place beaucoup plus réservée à lui. Je rends aussi hommage au professeur Samba Traoré, qui est aussi une légende vivante actuellement au niveau de l'UFR, et à tous ceux qui nous écoutent, je dis que ça a été un plaisir et je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite. Je remercie Aliou Gabou Cissé, je remercie Baba Gale Diao, à vous aussi Younous Agué, c'est un plaisir de vous rencontrer et de venir ici au niveau de Ndar FM et m'exprimer dans une radio communautaire qui me semble être bien écoutée, et espère que ce que nous avons dit aura participé de l'éclairage un tout petit peu
de ceux qui ont eu des questions dans les domaines que nous avons abordés ici. Vraiment, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, professeur. Je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, nous servons Elhadj Tafsir Diouf, docteur en droit public et enseignant en droit à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je salue au passage les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils sont très, 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 très solidaires. Hein. Ça, c'est un truc, un atout, un avantage que je salue. Baba Gale, merci beaucoup. Merci à... Je peux peut-être dire qu'il y a de fortes chances que samedi prochain, nous ayons les étudiants de l'Université Gaston Berger et ceux de l'UNES, bien sûr les représentants. Super, super. Ça, c'est une bonne nouvelle que je partage avec les auditeurs de NAR FM. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. Professeur, merci beaucoup. Merci, Inissa.